La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est la protection de la minorité, a dit Albert Camus. Amis internautes de notre chaîne Le Nouveau Manager TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Instant Politique. En plateau avec moi aujourd'hui, Hamzat Abdoulaye, analyste politique, consultant géopolitique, et Yadafou Koutiémé, journaliste, analyste politique. Hamzat Abdoulaye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Yadafou Koutiémé, on vous présente plus sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Les Béninois vont aux urnes le 11 janvier prochain pour les élections couplées législatives et communales. C'est dans ce cadre qu'ont été lancées le 26 décembre dernier les campagnes. Les campagnes des moments festifs avec de grands mouvements. Mais depuis quelques jours, le constat est clair. Une ambiance morose, quelques regroupements sont pourtant observés, mais sans grand engouement. Pourquoi cette situation? Quelles en sont les causes? Nous en parlons dans cette émission. 5 partis politiques participent à ces élections couplées. Le parti UP Le Renouveau, le Bloc républicain, le MOEL Bénin, Parti de la mouvance, le Parti des démocrates et le Parti FCBE, parti d'opposition. UPBR et MOEL Bénin, FCBE et le Parti des démocrates participent aux élections législatives, pendant que pour les élections communales, on aura seulement UP Le Renouveau, Bloc républicain et FCBE. Au thème de ces élections, 109 députés seront élus. 1815 conseillers communaux seront élus, parmi lesquels seront choisis les prochains maires de nos 117 communes au Bénin. Déjà, chers invités, comment analysez-vous ce tableau présenté pour la participation des différents partis politiques à ces deux élections couplées? Ma question s'adresse à vous d'abord, Hamzat Abdoulaye. Alors, nous sommes face à un cas, je dirais, quasi exceptionnel, parce qu'on parle des élections générales dans un contexte bien précis au Bénin, qui est aussi source de discussions et de disputes. Alors, ces élections arrivent certainement au bon moment, parce que c'est littéralement la veille du départ du chef de l'État, Patrice Talon, après 10 ans de gestion du pouvoir au Bénin. Donc, je pense que ces élections sont très attendues, déjà par les populations, ensuite par les instances politiques et institutionnelles. C'est un défi pour les institutions en charge de l'organisation de ces élections, justement parce que c'est le tournant décisif en réalité. Le tournant décisif, puisque vous faites bien d'ailleurs de le résumer, ces élections prennent en considération que quelques partis politiques, dont les grands partis du bloc de la gouvernance, de la majorité, notamment l'UPR et le bloc républicain, mais aussi implique à un certain niveau des partis de l'opposition, même si c'est discutable. On parle notamment des FCBE qui se retrouvent pour les communales. Exactement, pour les communales, pour les législatives, mais aussi pour les présidentielles, ça il ne faut pas l'oublier. Donc, Pour le moment, pas de ces deux élections d'abord. Exactement, mais ces deux élections préparent en quelque sorte les grandes élections, enfin les élections qui sont très attendues. Donc c'est un avant-goût qui va préparer les populations par rapport aux élus, par rapport également aux conseillers communaux, qui en quelque sorte sont le véritable nerf de la démocratie, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais les élus communaux sont en quelque sorte la base même, l'outillage même de la démocratie à l'intérieur. Donc, si c'est mal géré, si c'est mal organisé, bien sûr, cela se ressent. Et enfin, je pense que ces élections augurent en tout cas quelque chose de mieux par rapport à tout ce qu'on a eu à vivre, parce qu'il faut rappeler que les dernières élections communales remontaient à 2020, donc 5 ans en arrière, et les dernières élections législatives remontaient à 2023.
Et je pense que ces deux élections couplées, en tout cas, seraient tout de même un baromètre de la situation politique au Bénin. On verra dans quelle mesure il y aura de l'engouement autour du taux de participation, parce que c'est surtout là où il faut jeter tous les regards. Et ensuite, au niveau des campagnes, c'est toute une autre histoire. Et je pense qu'on va en parler dans le fond, euh, dans l'évolution de cette Je reste discussion. avec vous. Ma question, c'était deux élections le même jour. On constate que 5 partis politiques participent à la première et la deuxième élection, 3 partis politiques. Déjà, avec ce tableau-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Oui, à quoi on peut s'attendre? Je pense qu'on va s'attendre déjà à un jeu électoral. Le jeu électoral, c'est quoi? C'est la dynamique de celui qui sait le mieux jouer. Et ça se joue à ça. Ceux qui se sont les mieux apprêtés au jeu électoral, bien sûr, s'en sortiront mieux. Et ici, bon, vous avez bien fait de citer Camus par rapport à la question de la majorité, mais on doit aussi le dire, c'est que nous sommes dans des systèmes aujourd'hui qui renforcent en réalité les majorités. Camus, dans le fond de cette citation, disait que la majorité, en quelque sorte, participe à la tyrannie si cette majorité a absolument les mains et les coups franches pour faire et dire ce qu'elle veut. C'est un piège en réalité. Mais ce piège aujourd'hui, je pense que c'est une situation politique aussi qu'il faut exploiter, peut-être dans le bon sens. Et cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que ces deux élections couplées sont déjà un défi, comme je le disais, politique, mais aussi institutionnel. Mais là où le défi est beaucoup, où sera plus relevé, c'est au niveau du taux de participation. Comment les institutions en place vont susciter l'engouement des électeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de la faisabilité. Je pense que la Sénat a tout de même mis en place un scénario à travers cette liste unique qui va en quelque sorte permettre de fluidifier le processus. Donc, moi je pense que au niveau technique et matériel, il n'y a pas grand-chose à relever au point de susciter des inquiétudes. Mais au niveau de la faisabilité, on jauge le succès de l'organisation d'une élection vis-à-vis du taux de participation. Et c'est là le véritable défi, c'est là le véritable challenge. Et à l'heure où nous parlons, on ne saurait véritablement dire si ce sera un succès en termes de taux de participation, surtout quand on observe les précédentes élections, on est relativement resté sur des taux très bas en matière de participation, surtout au niveau des jeunes. Yadafou Koutchemen, deux élections le même jour, le citoyen ou l'électeur béninois se rend aux urnes. Il se fera face à un double choix, déjà voté pour les communales et voté pour les législatives. Et il se fait qu'au niveau du choix des listes, il y a une différence, ce n'est pas le même nombre de partis qui participent aux deux élections. Ne serait-il pas difficile pour un électeur d'aller faire ce choix? Je crois que c'est une première fois que nous assistons à deux élections de cette manière et avec des listes qui diffèrent d'une élection à l'autre, le même jour, au même centre de vote là. Donc, d'abord, comme vous l'avez bien souligné, les élections communales où nous aurons l'enjeu, c'est d'élire d'abord les conseillers, oui. Mais ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est une élection qui permet également de désigner les chefs quartiers, les chefs de village. Évidemment. Donc, l'enjeu pour les partis politiques ici, c'est une couverture, un maillage beaucoup plus serré. La circonscription électorale ici, c'est l'arrondissement. Et lorsque nous prenons les élections législatives, ici, nous avons 5 partis. De l'autre côté, nous avions 3 partis. Ici, nous avons 5 partis. Et donc, forcément, les enjeux ne sont pas les mêmes pour ceux qui ne se retrouvent pas sur la liste de l'élection, des élections communales, que truc là. Donc, cela se ressent d'ailleurs sur les stratégies développées sur le terrain où vous allez constater, puisque qu'on le veuille ou pas, institutionnellement, les gens sont préparés, ils ont modélisé, ils sont
essayer de mettre au point tout ce qu'il y a comme scénario possible. Mais ici, pour les partis politiques, visiblement, l'enjeu est de taille. Il sera d'abord question pour eux. Moi, je ne parlerai pas de défi, mais c'est un enjeu pour les partis politiques de parvenir à convaincre les électeurs d'abord à sortir pour aller voter pour eux. Et donc, dans un environnement ou dans un contexte où nous avons des partis qui sont sur la liste des communales et qui ne se retrouvent pas, ou du moins des partis qui sont sur la liste des législatives et qui ne se retrouvent pas sur la liste des communales, je crois que pour eux, ce sera un peu plus compliqué vu que, bon, les électeurs qui doivent prendre au même moment les deux bulletins, c'est compliqué après de dire je vote pour tel et après je vote pour... Bon, on verra bien comment ça va se passer. Un fait majeur dans cette élection, c'est que le même jour, quand on finit de voter, on va désigner les chefs quartiers ou chefs de village, vous l'avez rappelé. Mais dans ce cas-ci, il faut rappeler quand même que les chefs quartiers ou chefs de village seront nommés parce qu'ils ne sont pas, proprement pas les candidats. Oui, c'est pour ça que j'ai rappelé que ça va servir de base. Puisque c'est sur la base des élections et des résultats des élections communales que la Sénat signale chaque parti au niveau de chaque quartier, le parti qui vient en tête est autorisé à désigner le chef quartier. C'est pour cela que j'ai rappelé que ça doit servir de base. Et donc, en termes de stratégie, pour convaincre les électeurs d'aller voter pour un parti, c'est beaucoup plus pointu. Puisque ici, il faut désigner autant de conseillers. Je constate que vous avez beaucoup de difficultés à expliquer cette complexité. Justement, Hamzat Abdoulaye, comment est-ce que vous percevez cette complexité de cette élection, en tout cas de ces élections qui auront lieu le 11 janvier? Parce que là, oui, il faut aller aux urnes, il faut voter. Déjà, pour les législatives, vous avez 5 partis politiques. Pour les communales, vous avez seulement 3 partis politiques. Donc, déjà, à ce niveau, vous avez des difficultés à faire votre choix. Mais en même temps, au terme de cette élection, il y a que les chefs quartiers seront désignés. Les populations n'ont pas totalement cette information également. Comment est-ce que vous expliquez cette complexité et en quoi est-ce que ça pourrait vraiment faciliter les choses? Alors, la population n'ont pas, je ne suis pas sûr. Pas totalement. C'est vous qui le dites. Oui. Mais soyons sûrs d'une chose, c'est qu'il existe véritablement une complexité au niveau de la question. Et ça part d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Ça part de la réforme, en réalité. C'est une réforme vraiment amorcée en 2019, ensuite, qui a eu plusieurs rebondissements au fil du temps. Jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, je pense que le code même électoral a été touché. Touché pour apporter des réformes. Et justement, cette question de désignation de chef, je pense qu'on a, enfin, peut-être sous l'ère du parti unique, on parlait de la désignation justement des élus qui géraient les questions locales et liées à la collectivité. C'était des élections. Sous l'origine du parti unique. Sous le PRPB, c'était les élections. Oui, mais moi je pense que c'est discutable, mais je pense véritablement que cette réforme, en tout cas, rejoint cette époque du parti unique. Mais ce n'est pas la même période, ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le même système, mais je parle de la désignation de ces élus. Enfin, je ne parlerai plus d'élus, mais de ces chefs de quartier. Oui, la désignation qui se fait sur la base de la majorité, obtenue par le parti politique. Justement, vous savez, je fais le parallèle avec le système du parti unique dans les années 70. Vous savez, dans les années 70, c'était un système vertical. Les choix n'étaient pas discutables. Les choix du grand parti, parce que quand on parle du grand parti, on pense généralement à l'homme qui est au-dessus de ce parti, et c'est le général Mathieu Kérékou et ses proches collaborateurs tout juste en dessous. Et leur choix n'était pas discutable. Donc aujourd'hui, quand j'établis le parallèle, je dis, certes, il y a eu des réformes, mais des réformes qui s'apparentent en quelque sorte à ce qu'on avait connu il y a très longtemps. Donc, ce à quoi on fait face aujourd'hui, ça va être une façon de se réapproprier
je dirais, l'outillage politique même au Bénin. Alors, comment ça va Donc, se faire? il faudra C'est un s'adapter test. à ça. Oui, on s'adapte, mais en faisant déjà les premiers tests. Et ça, c'est un premier test. C'est un test de grandeur nature. On ne doit pas juger ce qu'on n'a pas encore expérimenté, mais je pense fondamentalement que ça reste des élections complexes par rapport à la faisabilité. Je parlais du taux de participation, mais au-delà, les partis auront des responsabilités considérables. Déjà, il faut respecter les tests à la lettre et il faut aussi satisfaire la base électorale. Satisfaire la base électorale, ça répond à ces critères que vous venez de citer, c'est-à-dire nommer des chefs quartiers, par exemple, pour satisfaire une base électorale, une partie de la base électorale. Et en quelque sorte, c'est pérenniser aussi la survie du parti politique. Je ne vois pas un parti politique qui puisse participer à ces joutes électorales sans inclure, bien sûr, les électeurs et le grand ensemble. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce que mon ami a dit pour signaler que, en fait, la complexité pour moi, cela dénote du fait que l'ensemble des partis politiques présents en lice pour les législatives ne sont pas présents pour les communales. C'est juste là qu'il y a... oui, justement, c'est juste sur là la qu'il y a base... une difficulté parce que... Et c'est là, je dis, il y a cette difficulté parce que l'enjeu pour les partis politiques, c'est un maillage des quartiers. Et c'est sur la base de vos résultats qu'on dit tel va désigner le chef quartier, tel ne pourra pas désigner le chef quartier. En conséquence, la stratégie que ces partis ont mis en place, parce qu'ils sont déjà en campagne, visiblement, c'est d'abord pour que chaque quartier soit suffisamment couvert et qu'on soit sûr que dans chaque quartier, on a gagné. C'est ce qui va se passer pour les communes. Dans ce cas, comment est-ce que le citoyen de Yévié, dans la commune d'Aboukelavi, c'est qu'en votant, parce que les démocrates ne participent pas aux élections communales, le parti Moïse Bénin également, comment est-ce qu'il sait qu'en votant, il vote pour, au fond, l'UP, le Renouveau, le PR et le parti FCBE, qui seuls seront les partis à désigner les chefs quartiers? C'est simple. C'est simple. Lorsque je prends les élections communales, attablons-nous sur ces élections. Ce mode de désignation, en réalité, la Sénat avait déjà. C'est parce que les partis politiques n'ont pas désigné les nouveaux chefs quartiers. Justement. Sinon, la Sénat a déjà sorti la liste des partis politiques. On sait qu'il y avait un problème qui avait été posé à ce niveau, il y avait des démissions. Bon, il y avait des démissions et en réalité, je crois que les partis n'ont pas voulu, puisqu'on était à l'approche, on était à quelques... Il y avait un accord entre le parti UP, le Nouveau, le parti BR, qui en réalité avait décidé de laisser les chefs quartiers, chefs villages en place qui étaient de leur parti. Parce qu'on était à peine à 6 mois des élections, donc ça ne servirait à rien de changer un chef quartier, de nommer un nouveau chef quartier qui va faire 6 mois et après on passe aux élections. Donc le vrai problème ou le vrai enjeu ici, c'est quoi? Les électeurs savent déjà qu'en élisant le conseiller communal, d'accord, de leur localité, ils participent à la désignation indirectement du chef quartier. Et donc, ce sont les militants à la base, ceux qui veulent et se battent pour être chef quartier, qui vont beaucoup plus mouiller le maillot pour que le résultat soit obtenu. On va évoluer dans cette émission. Hamzat Abdoulaye de Porte-Nouveau, en tout cas de Cotonou à Ifanyi, d'Aboukelavi à Natitengou, si vous voulez, de Ouida à Torviclin. Quand on fait un peu le tour du Bénin, on constate que la campagne ne bat pas son plein comme par le passé. Pas tellement d'affiches, et les quelques affiches qu'on observe, c'est sans les photos des candidats. Pour le parti UP, le Renouveau, par exemple, vous verrez seulement le logo avec une main qui tient le logo du parti sur les affiches. Comment est-ce que vous analysez ce fait aujourd'hui? Par le passé, on voyait quand même les affiches avec des photos des candidats. On sait pour qui on veut voter pour la localité, mais cette fois-ci, on sait qu'on veut voter pour un parti politique, mais pas pour un candidat, c'est-à-dire pas de différence. Alors, deux choses. La première, c'est que la réforme est passée par là. La réforme a voulu mettre beaucoup plus en avant les partis politiques et beaucoup moins
les hommes politiques. Et ça se ressent aujourd'hui au niveau de cette campagne. C'est pour ça que je dis c'est un test de grandeur nature au niveau de plusieurs paramètres. On ne pourra pas tout détailler, certainement pas en 52 minutes, mais ce qui est certain, c'est que cette réforme va toucher le mode de vie même des partis politiques et des électeurs que nous sommes, que les citoyens aussi sont. Donc, à ce niveau, on ne doit plus être surpris de ne pas voir des images. Bien sûr, il y a des images qui circulent, mais à titre individuel, c'est-à-dire un candidat X d'un parti Y peut envoyer à sa base électorale des affiches de sa figure comme étant candidat ou candidate à une élection et sa base est informée. Donc oui, ça se fait, mais sur une échelle beaucoup plus personnelle. Mais au niveau général, c'est beaucoup plus les partis qui sont mis en avant. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les idées de ces partis politiques qui sont mises en avant à travers un programme et à travers une vision politique. Et c'est surtout ça qui va convaincre. L'autre chose, je finis là-dessus, et ne faisons pas d'amalgame parce que nous sommes qu'aux premières semaines de cette campagne. Nous sommes qu'aux premières semaines et même les années précédentes, dès que les campagnes sont lancées, surtout au niveau du côté sud, on observe véritablement un calme, une sorte d'accalmie stratégique. Et c'est les derniers jours parce que... Avec les porte-à-porte et beaucoup d'actions. Parce que à partir du centre jusqu'au sud, les dernières semaines sont très stratégiques. Je vous rappelle, même en 2016, le candidat, enfin l'ex-candidat devenu chef d'État a utilisé cette même stratégie, c'est-à-dire les premières semaines, très peu de tapage, très peu de meetings, beaucoup de présence vers le nord ou vers les parties, enfin vers les zones où il n'avait pas trop de présence. Et enfin, un peu vers la fin des campagnes, il est descendu au sud et a maximisé la campagne. Donc je pense que c'est la dynamique qu'on observe depuis plusieurs années au niveau des élections. Peu de présence au tout début, mais vers la fin, beaucoup de présence, surtout au sud du pays, qui implique beaucoup d'électeurs forcément. Alors je le disais, quand on quitte Abébékar pour aller à Abomey, ou bien si on va à Lalo par exemple, on ne voit pas de grandes affiches, on ne voit pas de visage des candidats. La situation, en tout cas, l'ambiance est morose, je l'ai dit dans l'introduction de cette émission. Est-ce que vous avez le même fait, vous faites le même constat? Oui, effectivement, les premiers jours, c'est comme un moteur diesel. On a l'impression que ça prend doucement, ça tourne, et on n'a pas encore, ou du moins les partis politiques n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Cela pourrait se comprendre par plusieurs hypothèses. Dans un premier temps, les stratégies mises en place par les partis politiques, il fallait donner les dernières consignes, et il fallait attendre d'abord que la campagne soit lancée, mettre à disposition les affiches, ainsi de suite, parce que, contrairement à ce que nous assistions il y a quelques années, Hamzat l'a dit tout à l'heure, il y a certains partis politiques qui ont décidé de centraliser la communication et ils ont sorti même un communiqué conjoint. Je veux te parler de l'Union progressiste, le renouveau et le Bloc républicain qui conjointement ont déconseillé ou du moins ont interdit cette fois-ci. En 2020, ils avaient déconseillé les affiches solitaires et cette fois-ci, ils ont interdit à leurs candidats de faire des affiches solitaires. Et c'est tellement pour mieux maîtriser la stratégie de communication. Et comme je le dis, nous sommes dans une élection un peu particulière. Certes, ce n'est pas la première fois au Bénin qu'on ait des élections couplées, mais les élections couplées qu'on avait eues par le passé, je prends le dernier, 2015, c'était communal et local. Désormais, il n'y a plus d'élections locales. D'accord? Désormais, il n'y a plus d'élections locales. Mais c'est sur la base des résultats de communal qu'on attribue
les quartiers aux partis politiques. Certainement que c'est pour optimiser les ressources que tout ça a été fait. Mais lorsque vous prenez le même jour, pour cette fois-ci, c'est qu'on passe élection communale, mais on parle également d'élections législatives. Et lorsque vous observez, ce n'est pas les mêmes circonscriptions électorales. Je prends les élections législatives. Nous allons prendre le cas de Cotonou. Cotonou est subdivisé en 2 circonscriptions électorales. La 15e qui regroupe du premier... Et désormais, Caravi également en deux zones. La premier arrondissement, donc jusqu'au 6e arrondissement pour la 15e circonscription, et puis la 16e, de 7e jusqu'au 13e arrondissement. Donc, nous avons 2 circonscriptions électorales. Et lorsque je prends la 16e, puisque nous sommes dans la 16e ici, nous avons pour les élections communales 7 circonscriptions électorales. Et nous avons pour les élections législatives une circonscription électorale. Et imaginez des affiches à l'effigie de chaque candidat. Surtout que dans un arrondissement, par exemple pour les élections communales, ce n'est pas 2 candidats. On en a jusqu'à 7 par endroit. Imaginez chacun avec... Écoutez, en France, par exemple, il y a candidat des élections locales, communales, on a pu voir ça, mais les gens n'ont pas le gêne à mettre leurs photos. Donc, en quoi est-ce que pour chaque arrondissement, mettre une photo pour dire voilà ceux pour qui nous votons dans cet arrondissement, voilà la personne. Vous allez constater avec moi et qu'on assiste déjà à des accolages sauvages qui portent entorse ou atteinte à l'esthétique même au sein de la ville. D'accord. Imaginez, rien que la 16e circonscription électorale, qui compte 7 autres circonscriptions électorales pour les communales. D'accord? Pour le nombre de candidats pour le communal, je crois, ça fait 5. Et en plus de ça, vous avez, on va prendre une moyenne pour communal par circonscription électorale. Nous allons prendre 4 pour ne pas trop. Imaginez le nombre d'affiches qu'on aura. D'accord? Donc ça, c'est le premier aspect. Donc je dis, c'est peut-être pour mieux optimiser les ressources et pour mieux contrôler pour mieux contrôler la communication. Mais il y a l'autre hypothèse qu'il ne faut pas perdre de vue. Et il s'agit de quoi? Étant donné que désormais, nous avons 2 types d'élections, mais qui convergent tous vers un même objectif, contrôler un territoire. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'il fallait mettre en avant les individus ou il fallait mettre désormais les partis politiques en avant? Et donc, puisque la réforme du système partisan voudrait que désormais, que ce soit les partis politiques qui soient mis en avant, est-ce que nous sommes dans l'expérimentation de ce cas de figure? Eh bien, vous constatez aussi l'autre chose, c'est terne un peu, on l'a dit, c'est peut-être, il y a cette lenteur à démarrer généralement, mais également, c'est possible que la démotivation soit au rendez-vous. Alors, Hamzat Abdoulaye... Là, j'explique, la démotivation soit au rendez-vous. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, nous avons 5 partis pour les législatives et 3 pour les communes. Et donc, il est difficile pour les autres partis. Si moi, je suis militant d'un parti qui n'a pas de candidat, qui n'aligne pas de candidat pour les 2 types d'élections, je ne sais pas si vous comprenez le problème. Il peut y avoir un problème de démotivation, d'autant plus que pour ceux qui n'ont pas de candidat pour les élections communales, l'enjeu n'est pas de contrôler tout le territoire. Et donc, pour eux, c'est plus facile de dire, nous avons un grand territoire, mais est-ce que leurs militants à la base, qui souhaitent aussi être des chefs de quartier, auront cette motivation à mouiller le maillot comme les autres? Hamzat Abdoulaye, le 11 janvier, vous serez aux urnes certainement, un bon citoyen, bien évidemment.
pour voter. Vous allez voter et dans votre circonscription électorale, fort heureusement, des listes ont circulé pour les partis politiques faisant état, nous en renseignant sur les différents candidats, mais des listes, je précise, non signées, des listes qu'on a pu voir circuler. Alors, vous allez voter, la liste de candidats qui ont circulé de l'état-major des partis, c'est des listes non signées. Je précise, on peut encore vérifier. Alors, vous allez voter le 11 janvier prochain. Vous avez entendu dire, mais vous avez vu sur la liste qui a circulé que c'est peut-être Yolafo qui est tête de liste chez vous. Vous allez voter, mais votre frère peut-être qui n'est pas intellectuel comme vous, qui ne sait pas lire, ne sait pas écrire, n'ayant pas l'information, sait qu'il y a élection, mais ne sait pas pour qui il vote. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas matière à revoir un peu ce processus de non-affichage des images des candidats? Écoutez, je pense que nous sommes vraiment à une école de communication politique, une nouvelle école de communication politique qui a certainement de beaux jours devant elle. Mais c'est une expérimentation. Ça peut échouer aussi, hein, parce que ce qu'on doit noter, c'est que mettre à l'avant les partis politiques, ça répond à certains critères aussi qu'il faut respecter. Comme voulu par le gouvernement, renforcer les partis politiques. Oui, absolument. Et quand on essaie de voir comment ça se passe dans les grandes démocraties, parce que le niveau de déconcentration et de décentralisation que cette réforme veut apporter est un peu similaire à ce qu'on observe dans les grandes démocraties. Or, ces grandes démocraties sont passées par des étapes pour en arriver là. Il a fallu passer par des révolutions, il a fallu passer par de grandes réformes et parfois par des périodes de grandes crises politiques comme des crises sociales aussi. Ce qui n'est pas forcément notre cas. Bien sûr, à notre échelle, il y a eu des crises politiques, il y a eu des crises sociales qu'on a observées, bien sûr, et il y a eu cette grande étape de 1990 aussi qui reste marquante et qui a forgé aussi notre loi fondamentale et a d'une certaine façon influé les différentes lois et tests observés depuis 90 à nos jours. C'est une certitude. Mais je ne vais pas tirer à boulet rouge sur cette réforme qui n'est qu'à son expérimentation. Bien sûr, l'absence d'image, ça fait bizarre, ça fera bizarre, surtout pour une majorité de citoyens qui ont appris à voter pour les individus. Qui sont habitués aux images, qui sont habitués à des figures. Parce que les figures parlent beaucoup plus que les partis politiques, surtout quand vous vous retrouvez dans un État qui a une majorité d'analphabètes. Ça, c'est très important. Est-ce que les partis politiques ont vulgarisé assez l'information selon laquelle il n'y a plus de frontières entre l'absence d'une image et la présence quasi permanente de l'image d'un parti politique? Est-ce que la sensibilisation a suffisamment été faite? Je pense que chacun à son niveau fera le point après le 11 janvier. Alors ici, je ne viens pas en tant qu'électeur, même si participer aux élections reste un devoir citoyen, mais je pense qu'on doit suivre vraiment de très près cette situation. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est la bonne formule? Moi, je suis dans la déconstruction en réalité de ce dont on veut ériger comme étant norme. Et je pense que Camus serait d'accord avec moi quand il disait que la démocratie, ce n'est pas le meilleur système, mais c'est le système qui fait le moins de mal. Et ça, on peut le comprendre. Et sur notre échelle, et je finis vraiment là-dessus, je pense fondamentalement que avec l'expérimentation qu'on est en train de se faire, il faut aussi noter les défaillances à différents niveaux. Et c'est ce que les partis, c'est le rôle surtout des partis politiques, de voir comment ça va fonctionner. Et je pense que si, comme il a eu à le dire, si les grands partis politiques ont même mis des communiqués pour ériger cette dynamique en norme, les autres ne sont pas obligés. En communication politique, chacun peut faire son expérience et en tirer surtout des leçons. La question ici est de savoir, est-ce que ça va véritablement permettre aux partis de remporter les élections ou de glaner des voix? Est-ce que ça va renforcer la participation? Oui, je pense que normalement, une figure installe la confiance. Quand on voit une image, c'est qu'on est face à une sorte de confiance. C'est les premières bases même de la communication.
l'image, comment façonner l'image, comment mettre en avant une image pour justement la cause politique. C'est la base en réalité. Donc si cette image est absente, je pense quand même que ça pourrait jouer. Bien sûr, il faudrait que les autres partis, parce qu'on parle d'une compétition, il faudrait que les autres partis puissent jouer là-dessus et ne pas forcément en faire une norme au point de se tirer eux-mêmes des balles dans le pied. Cette décision, n'est-ce pas une manière d'affaiblir ceux-là qui se sont toujours considérés comme les dépositaires de la politique congolaise et davantage renforcer les partis? Comme voulu par ceux qui ont fait la réforme, aujourd'hui on dit qu'il faut renforcer les partis politiques, ce n'est plus les individus qui sont forts. Je crois que c'est pas forcément. C'est vrai que la réforme ne voudrait plus que ce soit les individus qui soient forts, mais la réforme n'interdit pas ou n'impose pas une stratégie aux acteurs. J'ai dit cette décision. Je dis pas maintenant, dans le cadre de la réforme, c'est la décision, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui émane de deux partis politiques qui ont fait le choix de ne pas le faire. Et on constate afficher des images. On constate aussi que les partis de l'opposition ne l'ont pas fait, en fait, ne l'ont pas affiché. Moi, les affiches, il y a quelques affiches qui portent des images, voilà. Et le reste, c'est rien que les logos. Maintenant, comparaison n'est pas raison, dit-on, mais de vous à moi. Pour plusieurs élections à la fois, d'accord. Il faut qu'on se focalise sur cela. Ou celui qui veut être chef de famille et chef de quartier est contraint de travailler à la victoire de son parti dans son quartier. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est normal que ce soit l'image d'une autre personne qui l'affiche pour travailler pour lui-même? Il faut commencer par relever cet aspect de la chose, où tous les candidats ne sont pas en lice. Tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens pour réaliser des affiches. Moi, j'en ai vu en 2020 où un candidat a été obligé de sortir de l'argent de sa poche pour réaliser des affiches à d'autres candidats, surtout pour les élections communales. D'accord. Maintenant, lorsque le parti dit on ne le fait pas parce que non seulement le vote, la stratégie ici c'est quoi? C'est la même campagne qui vous permet de lire, je vais dire, les chefs quartiers indirectement, qui vous permettent d'élire les conseillers, mais également les députés. Et donc, j'ai expliqué que c'est un travail en synergie. C'est qu'on travaille depuis la base pour converger ensemble vers un résultat. Et donc, lorsqu'on veut faire un travail pareil, est-ce indispensable ou est-ce que c'est le moment d'afficher des images? Puisque moi, je veux être, moi, je veux être chef quartier. Mais les élections pour les chefs quartier n'est pas officielle. Donc, je travaille d'abord pour moi. Et donc, pour permettre à ce que tout le monde puisse travailler véritablement pour le parti, ça se comprend que certains partis décident, d'accord, de s'abstenir. Par contre, quand je prends les démocrates, où j'ai vu quelques affiches avec des effigies, on comprend aisément que chez eux, c'est juste les législatives. Et eux autres, le candidat ou les candidats, par exemple, pour la 16e circonscription électorale, ils ont plus de travail à faire, ils ont plus d'efforts à fournir que pour un parti qui est présent sur les deux listes. Ça, nous le perdons également de vue. Et c'est normal pour ceux-là, par exemple, qui sont exclusivement sur la liste législative, de vouloir mettre en avant des personnalités qui puissent rallier les gens. Alors, Hamzat Abdoulaye, quand on fait un point au niveau des partis de la mouvance, on a pu voir les démissionnaires de l'opposition qui ont rejoint la mouvance également, pour lesquels peut-être certains électeurs de la mouvance ne seraient peut-être pas prêts à voter, évidemment, mais l'image, cette affaire de ne pas mettre en avant les images, n'est-ce pas un moyen de quand même leur faciliter la tâche pour que les sanctions de ces partis politiques ne viennent pas de ce choix?
c'est complexe parce qu'on ne peut pas, enfin, sur la base des éléments qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que ce n'est que pour ces C'est une question que je dizaines, pose. que pour ces dizaines de démissionnaires. Qui a rejoint Voilà. le camp finalement. Oui, on ne dira pas ça parce que je trouve ça, enfin, ça ne pèse pas assez sur la communication globale d'un parti Ou politique d'une équipe qui est politique. censé couvrir tout de même tout le territoire national. Donc, je pense qu'à minima, on peut se dire, oui, mais tout de même, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. En revanche, je pense que voilà, on peut aussi se pencher sur cette vague des démissionnaires. Alors, je ne les appelle même pas des démissionnaires. Moi, j'appelle. Vous connaissez l'histoire de la barque en pleine tempête qui a été abandonnée, mais abandonnée pensant qu'on pouvait trouver mieux. Je pense que c'est juste des hommes politiques qui ont abandonné la barque parce qu'ils s'estimaient être en danger politique. Danger politique voudrait dire beaucoup de choses. Mais ça voudrait dire une chose très importante, c'est que la réforme elle-même est en train de bégayer. Sinon, la question de mettre en avant les partis politiques, les grands ensembles des partis politiques, sans penser bien sûr aux individus, nous amène aussi à cette défaillance qu'on a observée au niveau de cette vague migratoire en fonction des intérêts. Et on observe même qu'il y a eu cette vague à la veille du dépôt des candidatures. Et ça voudrait dire plusieurs choses, notamment la sincérité des acteurs politiques, ça n'a pas changé. Ensuite, la crédibilité de nos acteurs politiques aujourd'hui, ça n'a pas pour autant évolué malgré l'ambition du chef d'État de réformer tout le système partisan. C'est-à-dire, on observe que la réforme est certes effectuée, les réformes continuent d'être effectuées en haut, mais en bas, la grande masse qui est constituée justement des individus, des hommes politiques, ne suivent pas la tendance de la tête. Et ça posera forcément problème les années à venir. La dernière chose à ce sujet, je pense fondamentalement que nous sommes en train de quitter le mode de scrutin de désignation majoritaire, direct surtout, vers un mode de désignation indirecte. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est-à-dire, auparavant, on pouvait désigner le chef d'État sur la base d'un suffrage universel direct. Bon, je parle des élections présidentielles. Ça reste toujours le cas dans les tests, mais dans la réalité, c'est d'abord les partis qui désignent les candidats. Qui désignent les candidats à tous les niveaux d'ailleurs. Les électeurs à ce niveau déjà. Je ne sais pas si la réforme va évoluer dans ce sens en incluant beaucoup plus les électeurs au niveau même des élections, du choix des partis au niveau des candidats. Et ensuite, quand on descend au niveau des élections communales et législatives, je pense qu'on est resté un peu dans cette dynamique d'un suffrage qui reste mixte en réalité, c'est-à-dire majoritaire, mais en même temps proportionnel. Ça, c'est resté. Et ça rend complexe les choses, surtout pour les électeurs, parce que les électeurs choisissent un parti politique sans comprendre réellement les enjeux qu'il y a autour. Qui sont ceux qui vont diriger la cité? Parce que quand on évoque la vie politique, quand on évoque les élections législatives et communales, c'est en réalité la base même de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la gestion de la cité. Et la gestion de la cité, c'est à travers ce qu'on constate, ce jeu électoral. Et si les électeurs ne comprennent pas les enjeux essentiels des élections, je pense qu'on va progressivement basculer vers le désintéressement des électeurs vis-à-vis de ces jeux qui sont censés être en réalité des moments clés de réjouissance, mais aussi des moments clés où il faut faire le bilan par rapport à ce qui a été fait et surtout se concentrer et se consacrer aux enjeux qui arrivent sur le plan économique, le plan social et le plan politique. Il y a d'abord en 2 minutes, que faire aujourd'hui pour que ce manque d'ambiance, à proprement parler, pour la campagne électorale soit corrigé, pour que les gens se sentent davantage
au moment du fait comme par le passé? Ça dépend des partis politiques. Et chaque parti politique a l'obligation ou est libre de choisir ou de mettre en place la stratégie qu'il semble La mieux? mieux adaptée pour atteindre ses objectifs. On ne pourra pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et revenant un peu sur... La place du temps. Oui, revenant un peu sur, par exemple, cet aspect où on ne saurait pas véritablement pour qui on vote. Je crois que c'est un excès de le dire. Parce qu'il y a une liste qui est présentée. D'accord? Et les noms sont diffusés et nous connaissons. Et ces personnes vont en avant. Et afficher les images n'est qu'un instrument pour ces personnes de montrer que nous sommes là et que c'est nous qui allons aux élections. Mais même sans image, je me rappelle en 1995, pour ceux qui ont été témoins des élections législatives, des toutes premières élections législatives en 1995, il n'y avait pas d'image. C'était juste les logos des partis politiques. Et pourtant, cette population à l'époque, nos parents, qui étaient moins instruits que nous, ont pu choisir qui ils voulaient. Donc, ce n'est pas une nouveauté réelle, mais il y a certainement eu une évolution. Et compte tenu du contexte actuel, certainement que certains partis politiques ont fait l'option, en se mettant en avant, de ne pas mettre des images. Mais ça reste une expérimentation, nous allons apprécier tout ça à l'arrivée. Oui, on le sait, des listes sont circulées, je n'ai pas dit le contraire, mais le problème ici, c'est que, est-ce que le citoyen du Banikoara, en tout cas dans son champ de votant, connaît l'individu par le nom ou par le visage? Dans l'image, en réalité. Ce qui est sûr, ce sont des gens qui vivent dans la communauté, évidemment, qui donc, sont présentés. Le plus souvent, c'est l'image qui est mise en avant. Il faut coller. Ça, c'est la stratégie média. Mais il y a plusieurs stratégies pour une Hamzat campagne. Abdoulaye, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce manque d'engouement pour la campagne, parce que quand vous appelez les gens de Natitengu, de Parakou, de Taviklen, de Lalo, de Ketou, ils vous disent qu'il n'y a pas trop d'engouement, la population semble être plus ou moins désintéressée. Que faire pour davantage accrocher les électeurs béninois pour que cette élection soit, en tout cas, rassemble le maximum d'électeurs? Vous faites vraiment un bon constat parce que ce n'est pas que au Bénin. Quand vous prenez la sous-région, les élections que moi j'appelle les élections de second rang, de deuxième division, comme on le dit, notamment les communales, les législatives, suscitent beaucoup moins d'engouement. C'est classique, c'est vraiment du classique. C'est-à-dire, vous avez pourtant c'est des élections de proximité. C'est des élections de proximité. C'est ça le paradoxe en réalité. Et il fait bien de citer 95. 95, malgré des défaillances, je vais dire, au niveau de la communication, au niveau même de la mobilisation des fonds pour les partis et les hommes politiques impliqués, il y a eu un engouement conséquent. Mais depuis 95, vous allez observer, à toutes les élections législatives, le taux de participation est en chute libre, en réalité. Et c'est la même dynamique qui s'observe dans la sous-région quand il s'agit de ces élections dites secondaires, qualifiées de secondaires. Communales ou régionales, sénatoriales. Exactement. Donc, cela voudrait dire une chose importante, c'est que les populations se désintéressent de plus en plus des scrutins qui sont certes majoritaires, mais qui deviennent de plus en plus indirects. Et la réforme du système partisan... des populations pour l'élection de la cité. Ce qui est indirect ici, c'est vrai, ils savent certainement, quand il s'agit des élections législatives, l'image qui est collée derrière le parti, quand il s'agit d'une circonscription, ils le savent, probablement. Je dis probablement parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication au niveau de cette liste-là, de ces noms, des images, et on ne peut pas dissocier une image d'un nom. On a une population qui est analphabète à plus de 50%. Ça a un sens en réalité. Combien de personnes peuvent prendre une liste électorale et comprendre les enjeux qui sont dans cette liste en question au Bénin? C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit plus catégoriser les élections en se disant c'est réservé aux élites qui savent qu'il y a une liste. Vous avez l'impression que c'est réservé aux élites aujourd'hui? Non, mais je suis en train de faire le constat de ce discours. C'est-à-dire une liste existe, il y a des noms
qui circulent, qui montrent effectivement qu'il y a le parti, mais aussi les candidats. Mais ce que je déplore ici, c'est que l'image aussi doit être présente au sein de la campagne. Dans les grandes démocraties qui ont fait le choix de grandes réformes, qui mettent en avant les partis politiques, on ne dissocie pas l'image des candidats, que ce soit aux élections communales ou aux élections législatives. Donc, je pense que dans la dynamique... Donc, la solution pour vous aujourd'hui, c'est que pour corriger cette situation... C'est de faire la part des choses, déjà. De faire la part des choses... Que les partis reviennent aux images avant la fin de la campagne? Pas forcément. C'est en fonction surtout des enjeux et surtout des intérêts. Quand vous êtes un grand parti comme l'UPR ou le BR, je ne suis pas sûr qu'apporter une image ou pas va changer quelque chose à la dynamique, parce qu'il y a déjà une dynamique qui s'est déjà imposée. Mais quand vous êtes un parti comme Moël Bénin, qui fait partie des partis de la mouvance, mais qui a très peu de visibilité, dont on connaît très peu ceux qui sont autour du parti. Il faut des images pour se démarquer. Absolument. Il faut non seulement se démarquer à travers les images, mais inculquer aux potentiels électeurs qu'il y a des personnes derrière le parti politique. Et c'est pareil pour les démocrates. Vous l'avez dit tout à l'heure, les démocrates, les quelques affiches qu'on voit, on voit des visages quand même, hein, mais pour les autres partis de la mouvance, on ne voit pas les images. Ne pensez-vous pas que ça pourrait jouer contre les partis de la mouvance? Parce que là, l'électeur se dit, bon, je vais voter pour tel candidat dans la 16e, mais je ne connais pas les autres, et donc je ne vois pas les autres. Je préfère voter pour celui que je vois. Je voudrais nous rappeler que les élections sur la liste, ce sont des gens qui vivent au sein de la communauté, d'abord. Et que lorsque vous vivez dans un quartier, on vous connaît. Et que lorsque vous êtes candidat, vous ne restez pas dans les 4 murs de votre maison. Tous les citoyens ne participent pas non plus au meeting. Ce n'est pas... Il y a plusieurs stratégies de mobilisation des masses. Et c'est ce que je souhaite qu'on nuance. Il y en a qui privilégient les masses médias, et donc les images et tout. Mais il y en a qui vont préférer préfèrent le porte-à-porte où l'individu passe au contact des électeurs directement. Eux discutent avec eux. Et c'est pour ça que je rappelle que ce sont des gens qui vivent au sein de la communauté et donc qui sont connus. Et la communauté connaît exactement à qui il faut faire confiance, qui il ne faut pas faire confiance. Rappelons une chose, c'est rarement que je prends la parole quand vous avez... Mais je voudrais juste nuancer, c'est que depuis que Patrice Talon est arrivé, surtout depuis 2021, le porte-à-porte n'existe plus en réalité. C'est une nuance importante qu'il faut marquer dans les esprits, parce que le porte-à-porte, c'est une autre forme de mobilisation de cette masse, justement. Je voudrais vous rappeler... Les grands partis politiques sous Patrice Talon ont fait le choix... 2020. On n'a plus assez de temps. Il faut ramener ça, puisque nous sommes dans le cas extrait. Les élections de 2020, les gens ont bel et bien fait du porte-à-porte. Et cette affaire de... on ne met pas des images à l'avant. Le parti UP, le Renouveau, a déjà expérimenté ça en 2020. C'est ce que je voudrais rappeler. Alors, on n'a pas assez de temps. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions quand même, chers invités. Je suis sûr qu'on reviendra sur ce plateau pour continuer cette réflexion. Notre souhait, c'est que tout se passe pour la paix et dans la paix pour notre pays. Que ces élections soient, en tout cas, des moments festifs, véritablement comme par le passé. Yedafou Coutume, en une minute, un message peu béninois et puis en même temps votre mot de conclusion. Non, j'invite les acteurs politiques à œuvrer pour la consolidation de la paix et à véhiculer des images et des messages de paix, à adopter des comportements qui préservent la paix que nous chérissons tous. Et aux citoyens, je voudrais rappeler que aller voter, c'est un devoir citoyen. Et lorsque le cœur vous en dit, il faut aller accomplir ce devoir. Hamzat Abdoulaye. Oui, le message de paix, pour moi, ça réduit sur l'échiquier politique la portée même d'un parti politique. Ça fait 35 ans ou 30 ans que c'est toujours les mêmes choses. À chaque élection, il faut consolider la paix, etc. Mais nous devons monter le niveau en réalité. Vous êtes de grands partis politiques aujourd'hui. Vous êtes dotés de ressources, vous êtes dotés de moyens et le terrain est fait avec la réforme pour que vous puissiez tout de même
initier le dialogue, le discours politique, la communication politique et vous rapprocher de vos électeurs. Mais qu'est-ce qu'on observe? Et c'est vraiment un constat de terrible échec de cette réforme. On observe que les grands partis politiques restent entre quatre murs et, au nom de cette grandeur, ne font plus ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire proposer un projet de société. Est-ce que vous avez vu circuler sur les chaînes jusque-là des projets de société des grands partis politiques? Vous direz nos communes. Quelqu'un disait, enfin, il disait tout à l'heure que c'est un choix de stratégie politique de se rapprocher de mal. Mais non, un parti politique, avant tout, c'est proposer une idée, c'est proposer un plan ou un projet. Et ce projet doit parler aux électeurs. Donc, nous avons non seulement des électeurs qui se retrouvent dans le flou, je finis vraiment là-dessus, dans le flou par rapport à ce mode de scrutin qui devient de plus en plus indirect, j'insiste vraiment sur l'indirect, mais en plus, vous n'avez pas de grandes propositions des partis politiques par rapport au changement auquel les électeurs aspirent. Parce qu'on parle d'élection, parce qu'il faut apporter un changement. Alors, et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de paix. La paix, c'est la clé par rapport à toute chose, mais une fois qu'on a installé une démocratie, on milite en réalité pour répondre aux enjeux et surtout aux demandes. Je rappelle que ce n'est pas moi qui le dis, les partis de la mouvance le disent tout le temps, ils sont dans la dynamique de la continuité du pouvoir qui est déjà là, le pouvoir de Patrice Talon, qui est déjà d'ailleurs un dauphin pour la présidentielle 2026. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.